Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voici rendus à notre quatrième séance sur la GERCOQUE Web TV éducative Web TV. Et donc, cette séance va être consacrée à la fiscalité. On va faire en fait un petit détour par la fiscalité. Je vous avais dit que, évidemment, étant également diplômé dans un certificat en finance personnelle, on allait également faire effectivement euh, 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 de petits cours en fiscalité. Et donc, on va beaucoup plus parler ici de la fiscalité des particuliers, c'est-à-dire comment on calcule l'impôt. On ne va pas entrer dans les détails non plus. C'est simplement comment on calcule effectivement l'impôt selon effectivement le type d'imposition, parce que nous avons l'imposition effectivement progressif ou effectivement proportionnel avec un taux unique. Mais nous, on va beaucoup plus focuser sur évidemment le principe de l'impôt progressif qui prévaut au Québec. Et je trouve que c'est le principe pas mal équitable lorsqu'on veut effectivement mettre tous les contribuables devant l'équité face effectivement à la fiscalité, face à l'impôt. On va aller regarder effectivement comment, selon les revenus gagnés, chacun peut effectivement contribuer. C'est le principe, effectivement, de la capacité contributive défendue notamment par les partis de gauche. Donc, le plan de match de notre séance d'aujourd'hui, c'est d'abord effectivement de présenter les deux grands principes fiscaux, à savoir le principe du juste retour, défendu notamment par les partis de droite, et puis le principe de la capacité contributive défendu notamment par les partis de gauche. Et c'est ce principe qui est pas mal appliqué au Québec comme au Canada avec effectivement des taux d'imposition, ici marginalement parlant, qui vont être effectivement, qui vont aller crescendo avec le revenu gagné. Contrairement au principe ou à l'imposition effectivement proportionnelle où là c'est un taux unique pour tout le monde, pour tous les revenus. Donc, après, on va présenter effectivement les deux types d'impôts, d'imposition, c'est-à-dire celui proportionnel et puis l'autre progressif. Et puis, on va voir deux cas pratiques, puisque le Canada est un État fédéral. Vous avez le gouvernement fédéral qui va imposer selon effectivement les taux marginaux appliqués aux différentes tranches de revenus. Et puis, la province qui est également évidemment son principe aussi d'imposition, qui a également son imposition, pas son principe. La province aussi ira prendre de l'argent public au travers des impôts à partir toujours de ce même type d'impôt effectivement progressif, un taux d'imposition qui sera progressif avec des taux marginaux qui vont changer selon les tranches de revenus, selon les braquettes effectivement de revenus. Donc, et puis on finira avec des cas pratiques. Un cas pratique d'un Québécois qui gagne 25 000 dollars, comment il est imposé au provincial comme au fédéral. On va voir au final, puisque lui, il payera pas mal plus cher parce que ce n'est pas toutes les provinces, évidemment, qui ont la double imposition, comme au Québec. OK? Il y en a où c'est simplement, je ne sais pas trop, il ne faut pas que je m'aventure trop dedans. Je vais beaucoup plus me limiter au cas du Québec que je connais. Je ne connais pas trop les autres provinces où s'il y a la double imposition. Au niveau des revenus, je pense qu'il y a la double imposition. Au niveau effectivement de l'impôt direct. Mais au niveau de l'impôt indirect, je ne sais pas trop. Je pense quand même aussi qu'il y a la TPS-TVQ, enfin l'équivalent de la TVA dans les pays francophones. Mais je ne vais pas trop m'aventurer dans les autres provinces. Je n'y ai pas vécu. Je ne sais pas trop bien comment ça se passe. Donc, nous allons démarrer. Effectivement, le premier point va porter sur les deux grands principes fiscaux. Ben, écoutez, les deux grands principes fiscaux, c'est simplement d'un côté le principe du juste retour. Le principe du juste retour est défendu par les partis de droite. Généralement, les partis de droite, de manière globale, pas dans l'absolu, c'est des partis qui, au fond, défendent plus les intérêts
des personnes riches, des hommes d'affaires, etc. Et donc, ce parti-là, enfin, idéologiquement parlant, la droite a toujours effectivement été pour le moins d'État possible, parce que le moins d'État possible, c'est le moins d'impôts à payer. Parce que ces gens, ils disent qu'ils n'ont pas à payer pour les pauvres. Et encore que ce n'est pas trop le problème qu'ils n'ont pas à payer pour les pauvres. Ils disent que si on paye les impôts, on veut un juste retour. C'est ça le juste retour en termes de qualité du service public, en termes de quantité du service public à recevoir. C'est pas d'un bord, vous payez beaucoup d'impôts et de l'autre bord, les routes sont comme dans un état effectivement de guerre comme au Gabon, ou alors les femmes qui accouchent à même le sol, ou encore les enfants qui sont à 120, 90, 80 dans une salle de classe. Vous voyez, la qualité du service public n'y est pas vraiment, alors que les gens payent les impôts. C'est ce que les riches, la droite notamment au niveau politique, ne veut pas. C'est pour cela qu'ils exigent le juste retour des impôts qu'ils payent. Parce que le riche, il n'a pas besoin des services publics. Le riche, les services publics, c'est pour les pauvres. Okay? Les routes publiques, les écoles publiques, les universités publiques, les hôpitaux publics, c'est pour les pauvres. C'est au travers de l'impôt que l'État arrive, au fond, à promouvoir le bien-être collectif dont n'a pas besoin le riche. Bien-être collectif pur au sens de non-exclusion d'usage et de non-rivalité d'usage. Le riche n'en a pas besoin. Il peut se déplacer en hélicoptère et puis se rendre d'un point A à un point B. Il peut aller dans des universités privées qui lui coûtent cher, mais où la qualité du service est pas mal bonne. Je pense à Harvard, mais nous les pauvres, combien pouvons aller à Harvard? Combien pouvons aller pouvons payer une session peut-être à 25 000 dollars? Combien pouvons aller dans des cliniques privées pour nous faire soigner? Nous ne pouvons pas, c'est les riches qui le peuvent. Et donc ces riches-là, ils ont tendance à dire, OK, si nous on paye les impôts, nous en attendons aussi le juste retour en termes d'impôts, en termes de qualité du service et même de quantité aussi du service. C'est pas du style, j'arrive, je paye beaucoup d'impôts, j'arrive dans un service public et puis je mets à peu près 8 heures à attendre qu'on me reçoive. Un peu comme notre service public qui est pas mal croche ici, alors que, évidemment, on paye pas mal, effectivement, d'impôts en arrière. C'est ça le principe du juste retour. Je veux un juste retour de l'investissement que je fais parce que payer les impôts, c'est comme un investissement que vous faites dans des biens collectifs purs, des biens publics qui sont non rivaux et non exclusifs. Bien, à ce principe-là, s'oppose l'autre principe défendu au niveau politique par les partis de gauche. C'est le principe de la capacité productive. De la capacité productive, de la capacité à payer, au fond, de la capacité à payer. Les partis de gauche, eux, ils disent au fond que les riches doivent payer plus que proportionnellement par rapport aux pauvres parce qu'ils gagnent beaucoup. Au fond, c'est un principe comme d'équité devant la fiscalité, devant les impôts que les partis de gauche veulent mettre au fond les gens selon leur capacité à payer qui sont différentes d'un contribuable à un autre. Le contribuable qui effectivement gagne plus doit payer plus à même charge au niveau, par exemple, familial. Si je gagne, si j'ai deux enfants, tu as deux enfants, mariés, si tu gagnes 100 000 dollars, moi je gagne 50 000 dollars, il est normal que tu payes plus. C'est ça le principe effectivement de la capacité effectivement contributive, de la capacité, j'ai dit tantôt productive, je retire, de la capacité contributive, pas productive, comme ça finissait par les tives à la fin, je me suis un peu mêlé effectivement les pinceaux. Donc, les partis de gauche défendent le principe de la capacité contributive, donc de la capacité à payer, qui est pas mal effectivement un principe d'équité. Et au niveau du Gabon, si effectivement le mouvement du Rassemblement pour le peuple venait à prendre le pouvoir un jour, c'est ce principe. Je ne sais pas au niveau du Gabon, c'est quoi le principe qui est mis en branle, qui existe. Ça fait longtemps que je vis, que je suis parti du Gabon, plus de 30 ans par là, hein, plus de... oui, donc il y a beaucoup de choses effectivement qui m'échappent également à ce niveau. Mais au cas où ce principe ne serait pas appliqué, je serais pas mal en faveur de ce principe qui est pas mal un principe d'équité. C'est pas un principe d'égalité, c'est un principe d'équité.
L'équité, c'est pas l'égalité, il faut pas confondre effectivement les choses. Donc, c'est pas mal un principe qu'on doit appliquer, c'est-à-dire que les plus riches doivent contribuer plus au bonheur collectif, ils doivent contribuer plus à l'effort fiscal, au fardeau fiscal, parce qu'on a fait le choix de vivre ensemble en société. Nous devons donc nous soutenir. Les plus riches doivent soutenir les plus pauvres. Et d'ailleurs, ça contribue à la stabilité sociopolitique du pays parce que un riche au milieu de 1000 pauvres, ça n'existera pas. Sinon, il y aura une montée effectivement de la criminalité et toi-même, le pauvre, tu seras le premier à être assassiné parce que tu ne pourras pas venir te balader avec tes Ferrari, avec tes hélicoptères dans effectivement, un environnement où il y a plein de pauvres. Donc, payer l'impôt, c'est aussi une façon de payer la stabilité sociopolitique, sinon la stabilité sociale. Sinon, je vous le dis, au cas échéant, on le gagne en hausse de la criminalité, en hausse de la prostitution, en instabilité effectivement sociopolitique. Bien, maintenant au niveau des types d'imposition. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'annonce du plan de cours, vous avez plusieurs types. Vous avez l'imposition directe, l'imposition indirecte. L'imposition directe, c'est celle qui touche effectivement au revenu du capital ou du travail, celui par laquelle l'État va prélever à la source, par exemple. Encore que tous les pays ne prélèvent pas à la source. Je me rappelle plus trop bien, en France, quand j'y vivais, quand je faisais mes études doctorales en économie, je pense que les contribuables eux-mêmes allaient payer les impôts. Vous receviez votre revenu brut et puis je pense que vous-même, vous alliez payer les impôts. Ce n'est pas comme au Canada. Au Canada, on vous prend l'impôt à la source. Et puis, si à la fin de l'année, on trouve que vous avez payé moins ou qu'on vous a pris moins, le gouvernement peut vous envoyer une lettre demandant à payer encore un peu plus. Mais si on vous a trop pris, le gouvernement peut vous retourner un chèque. Donc, ici, c'est vraiment l'impôt prélevé à la source. Il est directement prélevé à la source. Euh, en France, c'est l'impôt aussi direct, mais payé par vous-même. J'espère que je me rappelle bien, ça fait longtemps que je suis parti de France, à peu près 17 ans, donc il y a des choses effectivement qui m'échappent. L'imposition indirecte, c'est l'imposition sur, par exemple, la taxe de vente, sur la TPS, la TVQ, qu'on appelle en France, au Gabon, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est la taxe de consommation, c'est-à-dire quand vous achetez un produit, vous avez évidemment un impôt à payer, c'est l'impôt sur effectivement la consommation. Ça, c'est l'impôt effectivement indirect. Bien, on peut avoir un autre type d'imposition selon effectivement le palier gouvernemental. Nous, ici, on est dans un État fédéral. Vous avez le fédéral qui est à Ottawa, le gouvernement à Ottawa. Vous avez la province, aussi un gouvernement fédéral. D'ailleurs, si le Rassemblement pour le peuple venait à prendre le pouvoir au Gabon, au niveau effectivement de l'organisation de l'État. Voilà les grands problèmes qui seront posés au peuple et dans lesquels il y aura effectivement une offre politique. Ben, le RPP irait avec un État fédéral, un véritable État fédéral, euh, euh, mais ce serait un État, euh, euh, je dirais pas que euh, je sais pas trop, peut-être un État unitaire, mais décentralisé. Parce que la crainte que j'éprouve par rapport à ça, c'est que les régions ne trouvent l'opportunité de sortir ou de vouloir sortir effectivement de la République et de créer évidemment leur propre pays à part. C'est ça l'inquiétude, parce qu'on n'a pas encore atteint un niveau de maturité du vivre ensemble que l'Occident a déjà. Ici, c'est difficile que les gens sortent pour aller effectivement. Or, dans d'autres coins du monde, les gens sont encore à l'isolement, à l'individualisme. Vous voyez un peu, c'est ça mon inquiétude aussi. Donc, je retire ce que j'ai dit tantôt avec, évidemment, la fédération qui aurait du mal. J'irais plus pour un État unitaire, mais très décentralisé. Voilà. Où, évidemment, il y aura une décentralisation au niveau politique comme au niveau, effectivement, fiscal, une autonomie des régions avec une péréquation, avec une péréquation. Donc, c'est le système que nous avons, mais de manière un peu plus poussée ici, parce que ici, c'est vraiment un État fédéral. Moi, j'irai pas jusqu'à l'État fédéral par crainte justement de sortir des provinces du pays
pour créer leur propre État et ça risque de faire morceler évidemment à la base, le Gabon à la base. Donc, je le dis, je le retire. Donc ici, vous avez le fédéral, vous avez le provincial, et puis vous avez même le gouvernement municipal, qui est beaucoup plus proche effectivement du contribuable, qui rend des services vraiment de proximité. Donc c'est ça le système ici. Vous avez les taxes municipales qui font partie de l'imposition locale. Vous voyez, vous avez des taxes au niveau provincial. Au Québec, là, il y a la TVQ. Et puis au niveau fédéral, la même TVA en France, au Gabon, c'est la TPS, vous voyez. Donc, voilà les différents types de taxation selon le palier effectivement gouvernemental. Et puis, vous avez aussi, en termes de type d'imposition, je l'ai dit tantôt quand je plantais le décor, vous avez l'imposition effectivement proportionnelle, c'est-à-dire qu'on applique un taux unique d'imposition à tous les contribuables. Donc ici, c'est moins équitable parce qu'on met tout le monde avec le même taux d'imposition. C'est pas aussi bien que ça. Quelqu'un qui gagne 25 000 $, quelqu'un qui gagne 100 000 $ sont égaux devant la taxation. Si on applique un taux d'imposition de 20%, c'est pour tout le monde. Je pense que, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ce régime de taxation proportionnel qui est appliqué au Gabon. Je pense. Peut-être que je me trompe. Mais je pense qu'il faut que les choses changent à ce niveau. Il faudrait plutôt mettre en place une imposition progressive, c'est-à-dire un impôt progressif qui serait défendu plus par des partis de gauche. Moi, étant un libéral, je suis assez paradoxal là-dessus. Je suis favorable à ça parce que je suis également quelqu'un qui est profondément ancré dans l'équité. Je pense que l'imposition proportionnelle est pas mal meilleure, que les riches contribuent un peu plus à l'effort fiscal et donc au bonheur collectif, parce que ces impôts, c'est pour mettre en place les biens et services publics. D'ailleurs, c'est pour la paix aussi, la paix sociale dont le riche a besoin pour jouir de ses biens et services privés. Normalement, hein, c'est comme ça que moi je raisonne. Mais, même étant un libéral, économiquement parlant, je suis un économiste de droite, du centre droit, je ne suis pas non plus à l'extrême droite. Je pense que je suis favorable à faire des concessions en termes d'impôts progressifs que de mettre en place un impôt proportionnel. Donc, maintenant, nous autres, on va beaucoup plus focuser sur l'impôt progressif qui prévaut au Canada et qui prévaut au Québec. C'est le système d'impôt qui existe ici, l'impôt progressif, c'est-à-dire que ici, on va avoir des taux d'imposition, marginalement parlant, qui vont varier avec le revenu. Ils vont s'accroître, ils vont augmenter avec le revenu. Donc, c'est ça, effectivement, le système d'imposition progressif. Plus vos revenus sont élevés, plus selon les tranches de revenus, vous allez payer un peu plus. Mais vous allez voir que la façon de calculer, elle est un peu bizarre, mais ce n'est pas aussi difficile que ça. Je vais vous faire la démonstration de comment calculer le montant d'impôt et on ira calculer aussi le taux moyen d'imposition après avoir effectivement calculé ces impôts. Selon les revenus, on va prendre deux exemples de revenus. Un contribuable québécois qui gagne un revenu de 25 000 $ avec les braquettes, les taux marginaux d'imposition selon les revenus au Québec, et puis on verra selon les revenus au Canada, et puis on calculera d'un bord, on calculera de l'autre bord, on fera la somme des deux montants d'impôts, et puis on calculera le taux moyen d'imposition. Vous voyez? Donc, c'est vraiment pas difficile. Comme je vous l'ai dit, j'aime mieux le système d'imposition d'impôts progressif que celui proportionnel parce qu'il est pas mal plus équitable, parce qu'avec lui, les gens vont contribuer selon leur capacité, effectivement, selon leurs revenus, selon la capacité contributive, comme on le dit. Comme je vous l'ai dit, je suis pas mal paradoxal à ce niveau. Je ne suis pas non plus un ultralibéral. Il y a des biens sur lesquels je suis prêt à faire des concessions, qu'ils soient des biens collectifs purs. L'éducation, et ce n'est pas du gaspillage d'argent, c'est un investissement
former les enfants d'aujourd'hui pour en faire des médecins de demain, des ingénieurs de demain, des avocats de demain, c'est mieux que rendre l'école chère pour eux autres, parce que si le monde n'a pas de capacité à payer, c'est des enfants qui risquent d'être dans la rue. Or, il vaut mieux les avoir médecins, avocats, ingénieurs, avec de hauts revenus de travail pour que eux autres, ils viennent payer aussi des impôts et viennent rendre à la nation, à la société, ce que la société leur a donné en termes de gratuité scolaire, en termes de bourse. Et là, avec leurs impôts élevés, l'État, on parle du principe de la continuité de l'État. L'État ne meurt pas, à part une guerre mondiale qui fait disparaître. Mais les enfants d'aujourd'hui, ce sont des futurs ingénieurs, médecins de demain. Le même État qui prévaut aujourd'hui, c'est le même État qui sera dans 50 ans, 40 ans avec un autre gouvernement. Et là, les argents qui ont été dépensés aujourd'hui vont être récupérés par les impôts par ces enfants qui deviendront des médecins. Il vaut mieux les avoir des médecins. Et donc, il vaut mieux une gratuité scolaire que de les avoir comme criminels, comme prostituées, parce qu'on les aura sortis du système scolaire parce qu'il est trop cher. Vous voyez un peu la logique? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Vous voyez? Donc, parce que s'ils deviennent des voleurs, des criminels, des prostituées, c'est vous qui allez vous-même payer aussi le prix lourd. Puisqu'ils vont se retrouver en prison, il faut leur payer, il faut payer à manger. Et là-bas, en prison, ils ne vont pas contribuer du tout à la société. Or, s'ils sont avocats, s'ils sont médecins, et ça, c'est une vision que les dictatures en Afrique n'ont pas encore comprise. Et elles sont dans une logique plutôt malveillante de comment dire, d'étouffer leur population dans l'ignorance, dans la misère, dans la pauvreté. Or, c'est stupide de se comporter comme ça. Parce que c'est ce que j'appelle avoir un comportement de petit homme politique et pas un comportement d'homme d'État. Un homme d'État a une vision long-termiste. Un homme d'État a une vision bienveillante et surtout que ce n'est pas avec son argent privé qu'il met en place ses biens et services collectifs, c'est avec l'argent, évidemment, de toute la population, de tout le monde. Parce que même celui qui ne paye pas l'impôt direct sur le revenu, ben, il paye l'impôt indirect, il paye des taxes de vente. Quand il achète un pain, il y a la TVA là-dedans, la TPS, la TVQ. Il contribue également au bonheur collectif. Peut-être moins que proportionnellement aux riches qui consomment du caviar et donc qui paieraient peut-être plus cher, peut-être parce que des produits de luxe pourraient effectivement, en termes de taxation indirecte, effectivement rapporter plus à l'État que le pauvre qui mange une boîte de sardines, par exemple. Là-bas n'est pas le problème. Donc, vous voyez que je suis pour la gratuité scolaire, pour autant un économiste de droite, mais ça n'enlève pas que je sois fondamentalement en faveur du marché dans une économie, dans un PIB à près de 65% et à l'État à près de 35%. L'État a un devoir. Le devoir régalien de l'État, c'est de mettre en place les bases infrastructurelles et les bases institutionnelles qui garantissent, qui permettent justement le respect des conditions du développement du pays. Donc, dans ces 35%-là, je mettrai ces bases infrastructurelles comme l'éducation, voilà, à mettre en place de manière gratuite. Et je vous le dis, ce n'est pas un investissement à perte puisque vous allez le récupérer 25 ans, 30 ans plus tard avec des futurs médecins, des futurs ingénieurs, des futurs avocats, etc. Bien, ceci dit, nous allons effectivement passer au cas pratique. La présentation théorique des concepts a été déjà faite. On va passer au cas pratique et on va aller chercher notre tableau blanc, effectivement, de Zoom. Bon, je vais chercher d'abord le document voilà. Voilà le document à partir duquel nous allons travailler. C'est-à-dire, nous allons calculer l'impôt. Moi, je l'ai ici imprimé parce que je ne pourrais pas le regarder en même temps, en ligne, en même temps que j'aurais besoin du tableau blanc de Zoom avec la technologie Wacom qui m'aide pas mal beaucoup ici pour pouvoir faire mes calculs. Donc, je vous mets simplement ça pour retenir au fond les statistiques sur lesquels on va travailler. Vous voyez ici, à gauche, vous avez le provincial, à droite, vous avez le fédéral. Vous avez, je vous le répète encore, on applique le principe de l'impôt progressif, c'est-à-dire un impôt qui va augmenter selon les revenus. Et à l'aune, évidemment, des taux marginaux. Les taux marginaux sont appliqués selon les tranches
selon des tranches de revenus. Vous voyez, au niveau du Québec, si vous gagnez entre 0 et 15 269, ici, on appelle ça l'exemption fiscale. Ici, il y a un congé fiscal dans les 15 000 premiers dollars de revenus gagnés. Vous n'êtes pas imposé au Québec. Au niveau fédéral, c'est dans les 12 premiers 1000 $. Vous n'êtes pas imposé. Vous voyez, le taux, il est de 0%. Maintenant, au niveau du Québec, la province, pas de la ville, au niveau du Québec, lorsque vous êtes entre 15 260,01 et 43 790, le taux marginal est de 15%. Vous voyez ici, ça monte, ça commence à monter. Donc, c'est des braquettes de revenus qui donnent lieu à des taux marginaux différents l'un de l'autre, selon les braquettes, selon les tranches, effectivement, de revenus. Donc, ceci dit, si vous avez vu le tableau, de toute façon, quand vous regarderez la diapo, vous aurez le temps de mettre pause sur effectivement ces deux tableaux pour comprendre mieux le calcul que je vais faire. Donc, je vais baisser mon tableau pour aller chercher mon écran blanc. Pour aller chercher mon écran blanc. OK, bien. Donc, moi, j'ai ma feuille ici. Ça me permet de voir effectivement les calculs. On va d'abord partir du principe que nous allons le calculer au niveau du Québec. Au niveau du Québec, OK. Au niveau du Québec, on a vu les revenus avec les taux marginaux. Donc, on va prendre le premier cas, d'un revenu, OK, brut, qui est de 25 000 dollars au niveau du Québec. Comment on le calculerait? Quelqu'un qui gagne 25 000 dollars, le montant d'impôt à payer, je vais simplement, comment je peux le mettre là? Je vais mettre grand M pour dire montant d'impôt à payer, OK? Pour faire dans l'allocation optimale, évidemment, et du temps et du tableau. Donc, le montant d'impôt à payer, j'avais la première tranche de revenus de 0 à 15 269. Au fond, le montant d'impôt, ici, je vais faire 15 269 moins 0, le tout multiplié par le taux marginal d'imposition qui était de 0. Voilà. Ça, c'est le premier. Pour la première tranche de revenus. Maintenant, pour la deuxième tranche de revenus va de 15 269,01 à 43 790. Or, mon revenu de 25 000 dollars se trouve entre 15 269,01 à 43 790. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre 25 000 de revenus moins le 15 269,01 que je multiplie par le taux marginal d'imposition. Or, il est de 15%. Il est de 15%. 15%, ça fait 0,15, n'est-ce pas? 15%, ça fait 0,15. Et là, je fais ma parenthèse. Ici, pour mon revenu de 25 000 dollars au Québec, à l'aune des taux marginaux et donc de l'impôt progressif ici, comme système d'imposition, ben, le montant plutôt d'impôt à payer sera de combien? Le montant d'impôt à payer sera ici de 0, 0 plus 25 000. Si je fais 25 000, je vais aller le calculer. Je fais 25 000, OK, moins 15 000
269,01, ça me fait 9730,99 que je multiplie par 0,15, ça me fait 1459,65. Donc, j'aurai ici plus 1459,65 $. Donc, vous voyez que quelqu'un qui gagne 25 000 $, OK, aurait un montant d'impôt à calculer, à payer de 1159, de 1000, plutôt de 1459,65 $. Voilà. Donc, si on calcule le montant, le taux moyen d'imposition, le taux moyen d'imposition que je vais symboliser ici par T en pourcentage serait égal au montant d'impôt à payer divisé par le revenu brut gagné multiplié par 100. Donc, le taux moyen serait de 1459,65 divisé par 25 000 multiplié par 100. Ce taux moyen là serait de, si je fais 1400, voilà, divisé par 25 000, j'aurais multiplié par 100, j'aurais un taux un taux moyen, hein, de 5,84%. Autrement dit, sur 100 dollars gagnés, ici sans cadre, vous savez, le symbole, le sigle des monnaies en finance internationale, c'est comme ça qu'on les représente. Les deux premières lettres symbolisent les initiales du pays. Vous voyez, CA, ça veut dire Canada. Le D à la fin, ça veut dire dollar. Canada dollar ou dollar canadien. Donc, ça veut dire que si je gagne, si j'ai un revenu de 100 dollars gagnés, ben, j'aurai à payer, sur ces 100 dollars gagnés, j'aurai à payer 5,84 dollars canadiens en impôts. C'est ça le taux moyen. En moyenne, je payerai 5,84 dollars d'impôts lorsque je gagne 100 dollars canadiens. OK? Donc, voilà pour le cas du Québec. Au niveau provincial, quelqu'un qui gagne 25 000 $, voilà ce qu'il payerait. Bien. Bon, je vais pas tout effacer, mais je vais prendre maintenant le cas de quelqu'un au Québec qui gagnerait 75 000 $ à partir du même principe. Je vais juste effacer à partir de, je vais aller chercher la gomme ici, ouais. À partir d'ici, je vais effacer, OK. Je vais effacer ici. Donc, je vais également enlever le 2 et puis partir de l'hypothèse que la personne gagne maintenant 75 000 $. Vous allez voir, à partir du même principe que celui-là, on va continuer. Donc, normal, congé fiscal, les 15 premiers, 1 269 $ moins 0 fois 0 taux marginal d'imposition. Je dois aussi effacer ici, pardon, parce que ce n'est pas ici où le, le calcul devrait commencer. Je vais effacer ici. Allez, je vais aller chercher encore la gomme. Je vais effacer ici. Donc, on a vu que la deuxième tranche de revenus allait de 15 269,01 à 43 790. Donc, je vais venir poser ici 43 000. Est-ce que j'ai pris le stylo? C'est pas trop. Ouais, c'est bien lui. Ah non, c'est pas lui, pardon. Donc, je vais mettre ici 43 790. Donc, je mets ici 43 000.
790, moins le 15 260. Et puis, je continue. La troisième tranche de revenus, le taux marginal était de 20%, mais la troisième tranche de revenus allait de 43 790,01 à 85 575. Mais là, mon revenu de 75 000 se trouve dans cette tranche-là. Donc, je dois venir prendre ici le 75 000 en question, auquel j'enlève le 43 000, le 43 790,01. Je ferme la parenthèse, je multiplie ça par le taux marginal d'imposition qui est de 20%. 20%, c'est 0,20. Et là, je fais ma parenthèse. Voilà. Voilà comment on le calcule. Si mon revenu avait été de 105 000, 120 000, j'aurais continué avec le même principe. Avec le même principe. Donc ici, la première tranche de revenu, congé fiscal, 0 $ de payé. La deuxième tranche de revenu, ben, je fais le 47 000, le 43 790 moins 15 260,01, je trouve 28 520,9 que je multiplie au taux marginal d'imposition de 0,15 et là je trouve 4 278,13. 4 278,13. Maintenant, pour la dernière tranche de revenus ici, enfin pour le dernier, la dernière parenthèse, je fais 75 000 moins 43 790,01, je trouve 31 209,99 que je multiplie au taux marginal de 0,20 et là j'ai 6 241,9. Donc, plus 6 241,9. Et là, le montant d'impôt à payer pour quelqu'un, pour un contribuable qui gagne 75 000 $ par année, au niveau du Québec, le montant total d'impôt, ce sera 0, évidemment, plus le 4 278,13, plus le 6 241,9. Et là, le montant d'impôt à payer pour quelqu'un qui vit au Québec avec, et qui gagne 75 000 $, le montant d'impôt à payer serait de 10 520 $. 10 520 $. Voilà. Voilà comment on le calcule. Et là, le taux moyen d'imposition serait effectivement de ce 10 520 divisé par 75 000 multiplié par 100, le taux moyen d'imposition divisé par 75 000 serait de 14, multiplié par 100, serait de 14,02. De 14,02%. Autrement dit, si vous gagnez 100 $ de revenus au Canada, vous payerez au Québec, pardon, vous payerez en moyenne 14,02 $ pour 100 $ de revenus effectivement gagnés. Ça va? Ça, c'est au niveau du Québec. Maintenant, allons-y faire les mêmes calculs. On va consigner les résultats qu'on a trouvés pour le Québec d'un bord ici, 25 000, 75 000. Allons-y maintenant calculer pour le Canada. Allons-y calculer pour le Canada. Je vous signale que quand vous allez revoir la vidéo, vous aurez le temps de consigner les chiffres là à quelque part pour parler en bon québécois que je suis. Culturellement parlant, évidemment, à l'aune du temps effectivement mis
ici au Québec. Donc maintenant, au niveau canadien, nous avons présenté le tableau tantôt. Nous allons directement calculer. Au niveau canadien, je vais marquer ici euh, au niveau canadien, premier cas de quelqu'un qui gagne un revenu de 25 000 $. Bon, le Canada, il y a un congé fiscal pour les 12 premiers 1 000 $. 12 069 exactement, vous ne payez pas. Donc, au niveau canadien, le montant grand M d'impôt à payer, ce sera les 12 069 moins 0 $, le tout multiplié par le taux marginal qui est de 0%, plus ici, plus ici, la deuxième tranche de revenus va de 12 069,01 à 47 630. Or, mes 25 000 se trouvent dans cette tranche-là. Donc, je vais faire ici 47 630, 47 630 moins le 25 000. Je ferme la parenthèse, je multiplie par un taux marginal de 12,53%. 12,53%, c'est 12, c'est 0,1253. Et là, je ferme ma parenthèse. Je m'arrête là, puisque je gagne un revenu de 25 000 $. Vous voyez ici? Donc, ici, ça fait 0 $, plus, ici, je vais calculer 47 630 moins le 25 000 égale à 22 630 que je multiplie par 0,1253. Et là, je trouve un montant à payer de 2 835,5 $. Donc, le montant d'impôt que j'aurai à payer au fédéral serait de 2 835,5 $. Si les calculs sont bons, ouais. Ah non, j'ai fait une erreur. Je pense qu'ici, non, 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 j'ai plutôt pris la tranche supérieure du revenu qui est de 47 000. Non, j'ai fait une erreur. Je reviens en arrière, excusez-moi. J'ai fait une erreur ici. Je vais enlever ça. C'est plutôt 25 000. J'enlève tout ça. Je garde le taux marginal. Donc, j'aurai ceci. Ah non, c'est lui ici. J'aurai ceci, j'aurai 25 000 moins la limite inférieure de la tranche de revenu, moins 12 000, moins 12 069,01. Là, c'est bon. Le tout multiplié par, je vais essayer de bien l'écrire à nouveau là, euh, 25 000 moins le 12 069,01. Je ferme la parenthèse. Voilà. Là, c'est la bonne voie. Donc, je vais faire le 25 000 moins le 12 069,01. Voilà, je vais trouver 12 930 multiplié par le taux marginal 0,1253. Je vais trouver donc 1620. Donc, plus 1620,2.
$. Bon, je vais écrire dollar finalement comme ça pour faire du gain d'énergie, de temps, etc. Donc, le montant d'impôt serait de 1620 dollars canadiens, pas américains, canadiens. OK? Donc, ici, le taux moyen d'imposition serait de 1620 divisé par le 25 000 dollars que je gagne par année multiplié par 100. Et là, je trouverai un taux de combien? Je divise par 25 000. Ça me ferait un taux, je multiplie par 100. J'aurai un taux moyen de 6,48%. Autrement dit, si je gagne 100 dollars, autrement dit, je paierai 6,48 $ par 100 dollars de gagné. C'est ce que ça veut dire. En moyenne, je paierai 6,48 $ par 100 dollars de gagné. OK? Bien. Maintenant, on va prendre le cas de quelqu'un qui gagne 75 000 dollars. Donc, on va retenir ce chiffre-là à quelque part, 1620, quand quelqu'un gagne 25 000 dollars. Maintenant, on va voir le cas de quelqu'un qui gagne un revenu de 75 000 dollars. Bon, ça, je garde les premiers. Non, ça, j'enlève parce que ce ne sera pas le même calcul. OK? Donc, la personne gagne 75 000 dollars canadiens à l'année. Donc, ici, je marque 75 000 dollars bruts. Et puis, la personne veut calculer le montant d'impôt à payer. On est dans la fiscalité des particuliers. Donc, on a dit que la première tranche de revenus était de 0 à 12 069. La deuxième tranche va de 12 069,01 à 47 630. Donc, ici, je vais faire 47 630 moins le 12 069,01 que je multiplie par le taux marginal d'imposition qui est de 12,53. Donc, 12,53, c'est 0,1253. Voilà, je fais ma parenthèse. Plus la troisième tranche de revenus va de 47 630,01 à 95 259. Là, mon revenu se trouve à l'intérieur de cette tranche. Donc, au lieu d'aller prendre les deux limites, inférieure et supérieure, je vais donc faire mon revenu à moi de 75 000 moins la limite inférieure de la tranche de revenu, c'est-à-dire 47 000. D'ailleurs, je peux venir le chercher ici, mais en mettant point 0,01 par la suite, moins 47 630,01, le tout multiplié par le taux marginal qui est de 17,12%, c'est-à-dire 0,1712. 0,1712. Et là, je ferme la parenthèse. Voilà. C'est simplement avec ces trois tranches de revenus que j'ai à travailler. Vous voyez que plus vous gagnez, plus on aurait eu pas mal de tranches de revenus par lesquelles passer, avec leurs taux marginaux d'imposition. C'est le cas de quelqu'un qui gagnerait, par exemple, au Canada, la dernière tranche de revenus va de 210 371 000 dollars à plus, à plus. Et là, le taux marginal est de 27,56%. Vous voyez, le taux marginal augmente avec, évidemment, le montant de revenus gagnés. Au départ, de 0 à 12 000, c'est 0%. De 12 000 à 47 000, c'est 12,53. De 47 000 à 95 000, c'est 17,12. De 95 259 à 147 000, 21,71. De 147 667 à 210, 371, c'est 24,22. Donc, comme je vous l'ai dit, si le RPP
le mouvement politique du Rassemblement pour le peuple, dont je suis le fondateur, venait à prendre le pouvoir au Gabon, parce que le RPP a des compétences multidimensionnelles, a des ressources humaines multicompétentes. Si le RPP venait à prendre le pouvoir au Gabon, voilà le système d'imposition, effectivement, que l'on mettra en place. Le type d'impôt progressif qui est plus équitable, même si, évidemment, le fondateur que je suis est un économiste libéral, mais il a de l'affection pour ce système d'imposition, qui est un système, évidemment, d'impôt progressif, où effectivement on va faire payer les gens selon leur capacité contributive, qui est déterminée par leur capacité à payer et donc par leur revenu brut qu'ils gagnent. Vous voyez? Et je pense que c'est le bon système à mettre en place au Gabon, si ce n'est pas celui-là qui existe. Mais je crois, au risque de me tromper, là, je ne suis pas Dieu, je ne connais pas tout là, mais je pense qu'au Gabon, c'est un impôt proportionnel que l'on met en place, c'est-à-dire un impôt unique, un taux d'imposition unique pour tout le monde. Si je me trompe, autrement, vous mettrez des commentaires lorsque je mettrai la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, effectivement, YouTube, sur mes murs Facebook, ainsi que ma chaîne WhatsApp. Et c'est beau de venir effectivement me corriger parce que la connaissance, elle est illimitée. Il n'y a personne qui peut connaître tout. Donc, si je me trompe, faites-moi signe à ce niveau. Toutes les critiques constructives sont les bienvenues. Cela, évidemment, contribuera évidemment à ma bonification également. OK? Donc, quand on est scientifique, la première des caractéristiques profondes à avoir, c'est l'humilité. Parce qu'on peut se tromper, on ne connaît pas tout. Donc, allons-y calculer notre montant d'impôt à payer. Ben là, c'est 0 $ pour la première tranche, plus, là, je vais faire 47 630 moins 12 000,09, 12 009,01, ça fait 35 560, ouais, c'est beau, ça a l'air ça, multiplié par le taux marginal qui est de 0,1253, et là, ça fait un montant de 4000 plus 4455,8. Maintenant, pour la dernière parenthèse, je fais 75 000 moins 47 630,01 égale 27 369,9 multiplié par le taux marginal, 0,1712 égale 46 000, plutôt ça fait 4 685 plus 4 685,7. Et là, le montant total d'impôts à payer serait de ça, plus le 4 455,8 serait donc de 9 141,5 dollars canadiens. Et là, le taux moyen d'imposition, vous connaissez maintenant la musique, serait de 9 141,5 divisé par 75 000 $ multiplié par 100. J'aurai donc ici un taux moyen d'imposition. Allez, je vais faire ça divisé par 75 000 $ de 12,18. 12,18. Autrement dit, je payerai, autrement dit, pardon, pour 100 $ canadiens de gagné, je payerai 12,18 $ au gouvernement provincial lorsque je gagne un revenu de 75 000 $ par année. Voilà. Après, évidemment que tout ce raisonnement se fait ceteris paribus. Je vais maintenir constant, évidemment, tous les phénomènes hors contexte. Parce que si, par exemple, je verse des rires
Si par exemple, je fais des activités qui me donnent droit à des crédits d'impôt, ben, le montant serait évidemment différent. Mais on va appliquer la clause ceteris paribus ou mutatis mutandi. C'est-à-dire que ce raisonnement que je fais là depuis le début, d'ailleurs, j'aurais dû le dire depuis le début, est fait toutes choses étant égales par ailleurs. La clause ceteris paribus ou mutatis mutandi. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, si je gagne 75 000 dollars, je payerai au gouvernement fédéral, évidemment, je payerai 9 141 $,5. OK? Le taux moyen serait de 12,8. OK? Après, dessus vont venir jouer, comme je l'ai dit, les crédits d'impôt, les dépenses fiscales. Donc, tout ça vient effectivement jouer si vous avez une société en nom personnel. Donc, au Canada, là, plus vous gagnez de l'argent, mieux il faut aller chercher le statut également de capitaliste, donc de créer sa société. C'est important parce que l'agent qui est le plus détesté, c'est l'agent salarié. Et s'il n'a pas à quelque part où aller chercher effectivement pour amoindrir le montant des impôts à payer, l'optimisation de l'imposition au travers, par exemple, d'une société à nom personnel, ben ça, il peut payer très cher. Parce que quand vous êtes salarié ici, et pire si vous gagnez beaucoup et que vous êtes seul, ben là, vous allez beaucoup plus contribuer à l'effort fiscal ou collectif que quelqu'un qui gagne peu. Donc, la stratégie, c'est vraiment d'aller créer une société avec les dépenses de la société, avec vos documents comptables, parce qu'il faut effectivement avoir toutes vos preuves comptables. En cas de contrôle, ben, vous les prouvez avec toutes les dépenses faites. Ça vous donne droit à pas mal de crédits d'impôt, les salaires versés. Tout cela vous aide. Ça vous aide. N'ayez crainte. Ça vient compenser les impôts que le gouvernement vous prendra sur, évidemment, le revenu du travail qui est le salaire. OK? Sur le revenu du travail qui est le salaire. En tout cas, c'est le conseil que moi je donne. Je ne suis pas fiscaliste, je ne travaille pas là-dedans, mais pour avoir fait effectivement un certificat en fiscalité, effectivement, ça m'a donné pas mal de connaissances et l'économie est pas mal connexe à la fiscalité puisque ce cours que je fais là est une partie, est un chapitre du cours d'introduction à l'économie globale, notamment lorsqu'on voit la politique budgétaire, budgétaro-fiscale ou fiscalo-budgétaire. C'est dans cette euh, à ce moment-là qu'on aborde des problèmes effectivement de fiscalité. Ça fait que mes petits étudiants du Cégep, le Cégep, c'est l'équivalent au Gabon de la seconde, première, terminale. Voilà ce qu'on doit enseigner à nos enfants en première, en terminale. Maîtriser ces instruments financiers, ces instruments fiscaux. C'est très important de les coller à la finance. Parce qu'une économie, vous devez avoir des agents qui sont capables de faire de bons choix, de bonnes décisions, mais en autant qu'on leur donne les compétences dès le bas âge, et pas des gens qui vont faire des mauvais choix, qui se retrouvent dans l'endettement parce que dépenses compulsives beaucoup plus élevées que les revenus qu'ils gagnent, endettement, et puis stress, et puis suicide, et puis vol, et puis voilà. Vous voyez, ici au Cégep, on apprend ça à nos petits-enfants à partir de 16 ans, de 17 ans. Il y en a même qui investissent déjà dans l'immobilier, puisque je leur en parle. Il y en a qui investissent dans l'immobilier, rendu à l'université, ils ont déjà 3, 4 immeubles à revenus et ils continuent. Il faut leur inculquer le sens des affaires depuis la petitesse. Et c'est ce qu'on demande au gouvernement gabonais, en tout cas. Si le RPP venait à prendre le pouvoir, nous allons doper l'entrepreneurship. Il faut que les Gabonais s'autonomisent vis-à-vis du pouvoir central qui est faillitaire, qui est corrompu, qui est incompétent, qui est amateur. En attendant effectivement qu'un vrai pouvoir arrive, un pouvoir patriote proche du peuple, un pouvoir qui comprend comment l'économie fonctionne. Pas un pouvoir qui vient faire dans le populisme, dans le matu-vu, dans la corruption, dans le clientélisme politique, dans la patrimonialisation de l'État. Vous voyez, il faut avoir une vision d'homme d'État et pas une vision d'homme politique, de petit homme politique qui ne pense qu'à sa pense. Et c'est le gros problème
de beaucoup de dictatures en Afrique. Aucune vision long-termiste quant à leur génération future. On ne pense qu'à soi. Bien, donc, comme je le disais, ce sont des choses qu'on montre ici à nos petits-enfants du cégep qui sortent de là, en tout cas au cégep Limoilou, où j'enseigne. Euh, nos étudiants du cégep Limoilou, rendus à l'université, ils sont très forts parce que le cours d'économie est très puissant. C'est pas de la théorie, c'est du concret. On n'est pas dans le pelletage de nuages. Là, autrement, ils iraient faire d'autres disciplines pour pouvoir faire le pelletage de nuages. On est dans le concret et ce concret va les aider parce que s'ils comprennent comment la vie fonctionne, s'ils comprennent l'économie familiale, s'ils ont la littératie financière, enfin, s'ils maîtrisent des concepts de finance, d'économie, ben, ils n'auront pas beaucoup de problèmes dans leur vie, dans le décollage, dans leur take-off de leur vie. Alors, si un petit enfant, parce qu'il a fait des cours d'économie et il a compris comment l'investissement immobilier se fait, il a compris comment l'optimisation de l'impôt se fait, il a compris comment aller faire ceci, cela, parce que les cours d'économie lui offrent tout ça, ben, cet enfant-là ne peut pas ne pas être un créancier net sur le reste de la société à 20 ans, 25 ans, et pas un débiteur net avec le stress financier, des idées de suicide ou encore de criminalité pour pouvoir s'en sortir parce qu'il vivrait au-dessus de ses moyens. Or, l'autre qui aurait des notions dès le départ serait un créancier net. Et donc, il va effectivement plutôt, quitte à payer les impôts. Les impôts, ce n'est pas le problème. Je vous l'ai dit, les impôts contribuent au bonheur collectif parce que nous avons fait le choix de vivre ensemble en société. Nous devons donc nous soutenir. Alors, si tu es capable de faire 1 million de dollars et de payer même 300 000 dollars d'impôts, où est le problème? Il t'en reste 700 000 dollars. C'est vachement beaucoup. Sachant que même avec 200 000 dollars, 300 000 dollars, tu vis déjà pas mal bien. Alors, donc, les excédents là de 400 000, il faut le donner aux autres. Il faut les donner aux autres dans des œuvres caritatives. Vous créez une fondation, vous donnez aux autres. Parce que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui ne mange pas. Il y a quelqu'un qui n'a pas de livre pour étudier. Il faut donner aux autres. Parce que quand vous mourrez, vous n'amènerez pas cet argent. La bêtise des dictatures en Afrique, c'est de penser que tout cet argent qu'ils emmagasinent, ils vont l'amener comme les pharaons. C'est de la stupidité. C'est de la stupidité. Alors que cet argent doit servir à la mise en place des biens et services collectifs purs au sens, évidemment, de biens non rivaux, de non exclusifs. Mais il s'en accapare. Alors, quand vous regardez les indicateurs de répartition de revenus comme le ratio interquintile, vous avez la classe la plus riche, les 20% qui touchent les 90% de revenus au Gabon, sur la classe la plus pauvre, les 20% qui touchent les 20% de ménages qui touchent les 5% à peine de revenus. Mais il est énorme, le ratio. Et plus il est énorme, plus ça témoigne d'une forte inégalité dans le pays. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça n'engendrera que des révolutions populaires. Je vous le dis, la France a décapité son roi. Les États-Unis ont dû faire la guerre à l'Angleterre. En Chine, Mao Tse-tung a fait sa révolution, comme Lénine a fait sa révolution dans l'Empire soviétique. Ça n'engendrera que ça. Donc, ça nécessite une bonne gouvernance euh, parce qu'on a une vision d'homme d'État, une vision long-termiste, une vision bienveillante pour sa population qui n'est rien d'autre que ses enfants. Il n'y a personne de bienveillant qui veut voir ses enfants mal vivre. Aucun papa, aucune maman, sauf si tu es malveillant ou malveillante. Il n'y a que des gouvernements malveillants qui veulent voir leur peuple souffrir dans la misère. Donc, la base, effectivement, du bonheur, aussi du bien-être, c'est d'abord de donner la connaissance au peuple. Parce que quand le peuple aura la connaissance, il peut s'autonomiser. Et les instruments, c'est tout ça. Comment fiscalement, et c'est normal d'optimiser le montant d'impôt parce que si vous arrivez à le faire, ben, les excédents de revenus que vous allez gagner, garder, vous allez l'injecter dans l'investissement. Avec le retour sur investissement, vous allez multiplier l'effet multiplicateur. Pour d'ailleurs, évidemment,
que cela profite aux autres. Parce que quand vous multipliez cela, l'effet multiplicateur va profiter aux autres. Il y aura beaucoup d'économies externes qui vont jouer favorablement sur les autres. Le fait de créer des emplois, ça profite aux autres. Le fait de payer les impôts à nouveau, ça profite aux autres. Le fait de créer des richesses nouvelles, des biens et services, ça profite aux autres aussi. Alors, c'est cette dynamique-là qu'il faut créer et pas une dynamique de petit dictateur qui comprend rien du tout au fonctionnement d'un pays, mais qui veut s'accrocher au pouvoir sans légitimité. Sans légitimité. C'est le gros problème, évidemment, de beaucoup de pays, effectivement, africains. Donc, on a vu le cas du Québec, on a vu le cas du Canada. On va aller se chercher la sommation des deux montants d'impôts à payer, 25 000, 75 000, avec le cas du Québec et du Canada, surtout pour le cas d'un Québécois, parce que nous, au Québec, on paye les deux impôts. On paye au fédéral et au provincial. Donc, ça fait quoi? Ça fait que, je vais effacer tout ça, ça fait qu'un Québécois comme moi, qui gagnerait évidemment 25 000 dollars, je prends l'exemple hein, euh, ici, un Québécois comme moi qui gagnerait 25 000 dollars, il payerait, pardon, selon les taux marginaux d'imposition qu'on a vu tantôt, vous allez voir le tableau au tout début de notre cours là, selon les taux marginaux d'imposition, il payerait au gouvernement euh, provincial, c'est-à-dire du Québec, il payerait, on a dit combien, je vais aller prendre les chiffres consignés, il payerait avec 25 000 dollars, OK, Québec plus Canada ou fédéral, avec 25 000 dollars. On a dit que au Québec, avec 25 000 dollars, il payerait 1459,65 et au Canada, il payerait 1620,25 dollars. Donc ici, le montant d'impôt à payer pour un Québécois, parce qu'ici on a un double système, et provincial et fédéral, pour un Québécois, le montant d'impôt à payer, si vous gagnez 25 000 dollars par année, serait de 3 079,9 dollars. Et donc, le taux moyen d'imposition serait de 3 079,9, le tout divisé par 25 000 dollars que je multiplie par 100. Donc, le taux moyen d'imposition serait de 12,13. Autrement dit, pour 100 dollars de gagné, le contribuable québécois qui gagne 25 000 dollars payerait en moyenne 12,3 dollars. En moyenne, en moyenne. Bien, maintenant, je vais prendre le cas du Québécois qui gagnerait 75 000 dollars. Je vais effacer tout ça ici, 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 et puis là. Voilà. Donc, pour le Québécois qui gagnerait 75 000 dollars, en moyenne, on a dit qu'au niveau du Québec, il payera 10 520 et au niveau du Canada, 9 141,5. Donc, j'ai oublié de marquer, pour 75 000 dollars de revenus bruts. Voilà. Et donc, il payerait en tout
69, plutôt en tout 19 661,5 $. Et là, son taux moyen serait de 19 661,5 $. Le tout divisé par 75 000 multiplié par 100. Et là, il payerait en moyenne, enfin, le taux moyen d'imposition serait de 26,2%. Autrement dit, sur 100 $ de gagné, il donnera au gouvernement 22,6 $. Voilà. Donc, le revenu net, celui après impôt, on l'appelle le revenu disponible, il est égal au revenu brut moins les impôts nets de paiement de transfert. Donc, si je casse TN, le revenu net est égal ou disponible, bon, le revenu net ou disponible est égal au revenu brut, entre parenthèses, moins impôts, moins les paiements de transfert, les allocations que le gouvernement verse aux ménages. Donc, ce serait égal revenu net ou disponible, c'est revenu brut, moins les impôts, plus les paiements de transfert. Voilà la formule macroéconomiquement parlant, et même microéconomiquement parlant, la formule du revenu net. Et là, je vous le dis encore, toutes choses étant égales par ailleurs, ce qui vous resterait, si vous avez calculé le montant d'impôt comme on l'a fait, toutes choses étant égales par ailleurs, nous n'avons pas intégré tout ce qui est des dépenses fiscales, on n'a pas intégré tout ça là. OK? Parce que un salarié peut aussi avoir une société qui fait des dépenses, qui lui donne droit à des crédits d'impôt, à ceci, à cela. On n'a pas intégré tout ça. Ce serait beaucoup plus compliqué. Ça nous prendrait même un mois à expliquer tout ça ici. OK? Nous avons fait le cas basique que tout le monde a besoin, doit comprendre pour évidemment bien calculer son montant d'impôt, toutes choses étant égales par ailleurs à payer au gouvernement. Bien, nous voilà arrivés au terme de notre leçon d'aujourd'hui. Je vais arrêter le partage. Donc, la semaine prochaine, je vais faire encore un petit détour à l'intérieur de l'initiation de l'introduction à l'économie globale pour parler de l'évaluation des politiques publiques. Comment on évalue une politique publique, c'est-à-dire le processus. Parce que c'est un process à peu près à plusieurs étapes, dont je vais présenter ces différentes étapes. Ce sera purement théorique, simplement les étapes, comment évaluer une bonne politique publique, parce que l'erreur que les gouvernements font, c'est de voir que les effets voulus. Or, il y a ce qu'on appelle l'impact, c'est-à-dire les effets non voulus. Il faut aller les regarder et puis mettre en place la politique si l'effet net est effectivement positif. Parce que c'est comme pour toute chose, il y a le coût de l'investissement, mais il y a le gain attendu, il y a le coût à payer. Rappelez-vous le tout premier chapitre, lorsqu'on engage un acte économique, un acte social, un acte politique, il y a le gain attendu, l'avantage marginal, et puis il y a le coût à payer qui est le coût marginal à supporter. Si l'avantage marginal est supérieur ou égal, on engage, c'est pareil. On veut mettre en place une politique publique. Je vais par exemple mettre en place, je ne sais pas moi, un quota. Et je regarde les gains que le quota va apporter versus les coûts que le quota va apporter. Mais si le gain, si l'effet net est négatif, pourquoi engager le quota? Pourquoi engager la taxation à quelque part? Pourquoi engager telle ou telle politique? Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'il faut faire. Toujours regarder si l'effet net est positif. Maintenant, si l'effet net, effectivement, n'est pas positif, on n'engage pas. On n'engage pas. Pourquoi j'achèterais une bouteille d'eau? J'ai pas soif. Est-ce que c'est pour me faire du mal, entrer dans la désutilité, à commencer à vomir? Vous voyez, c'est pas du tout rationnel d'investir lorsqu'on s'attend effectivement à un gain net, à un résultat ou à un effet net négatif parce que les coûts seraient plus élevés que les bénéfices attendus. C'est ça l'analyse coût-bénéfice ou avantage-bénéfice.
Ça va? Donc, je vous dis au revoir. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Restez en bonne santé pendant, évidemment, le week-end, là. Et puis, on se voit la semaine prochaine, si Dieu le veut, évidemment. Merci beaucoup. Au revoir.